à tous, bienvenue sur le plateau de Cadre Emploi. Alors aujourd'hui, on va vous parler des bureaux de rêve. Vous savez, ces bureaux spacieux, avec une déco sympa, hyper lumineux, avec du matériel dernier cri, des chaises hyper confortables. Enfin, tout ce qu'il faut pour se sentir parfois mieux que chez soi. Et d'ailleurs, souvent, ces bureaux, ils ressemblent à nos maisons. Alors aujourd'hui, on va se demander si on y travaille vraiment mieux qu'ailleurs et donc si on a intérêt à choisir son futur employeur sur ses critères de bien-être mobilier et immobilier. Bureau de rêve, illusion ou réalité, vous allez pouvoir vous faire votre idée avec les deux experts que nous avons invités et que je vous présente tout de suite maintenant. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir fait le détour par ce plateau pour nous parler justement de ces bureaux de rêve. Alors Jean-Pascal Foucault, vous êtes enseignant-chercheur à l'UTC, à Compiègne. l'Université technologique de Compiègne, voilà. Mais aussi vous êtes enseignant à l'école des ponts et chaussées. Dans le cadre d'un certificat en gestion immobilière. Voilà, gestion immobilière et fondateur d'une start-up qui s'appelle TB Maestro, c'est ça ? Oui. Spécialisée dans la gestion des actifs physiques. On va comprendre un petit peu plus tard ce que c'est. Donc vous partagez votre temps entre Compiègne, Paris et Montréal. En quelque sorte, oui. Mais votre passion, ce n'est pas les avions, quand même, ce ne sont pas les avions, ce sont les bureaux. Et voilà, c'est pour ça que vous êtes là avec nous pour nous en parler. Vous allez nous dire si ces nouveaux bureaux sont juste une mode ou si c'est une tendance plus profonde et surtout si c'est un élément important pour le collectif. D'accord. Alors Camille Puech, bonjour. Merci beaucoup aussi d'être avec nous. Vous dirigez Cali Social. Tout à fait. Que vous avez créé. C'est une société de conseil. Exactement. Et d'accompagnement sur le bien-être et l'efficacité au travail. Tout à fait. On accompagne les entreprises à évoluer vers des meilleures conditions de vie pour les collaborateurs et pour contribuer à leur performance également. Et ce qui nous intéresse chez vous, c'est justement que vous puissiez nous éclairer sur la maturité, la sincérité des entreprises, donc de vos clients, sur ces critères justement de bien-être. Est-ce que ce ne sont pas de simples décors qu'elles cherchent à mettre en place, mais est-ce que c'est bien au contraire des environnements réellement efficaces pour l'individu? On va en parler. Alors c'est quoi un bureau de rêve? On n'est pas allé très loin. On est allé faire un petit micro-trottoir dans nos locaux. Voilà, on a demandé à nos collègues. C'est un reportage réalisé par Imen Besbes. Avec des plantes tout autour de moi. La lumière, pour moi, c'est hyper important. D'ailleurs, j'aime bien le fait qu'on soit derrière les fenêtres. Aussi les collègues, la bonne ambiance, c'est ça aussi qui est important dans un bureau de rêve. Mon bureau de rêve, assez ouvert, avec pas mal d'espace, pas trop de bruit et beaucoup de lumière. Il faut vraiment avoir un fauteuil assez confortable, assez long, je pourrais l'allonger. Et aussi, il faut avoir 2 écrans aussi, avoir un petit frigo à côté. Avoir une petite fontaine à eau aussi, pourquoi pas, de la bouffe, du confort et aussi de la lumière aussi. La lumière, c'est très important. C'est quoi ton bureau de rêve? C'est le télétravail. Là, je suis dans un petit espace cocooning du bureau. Qu'est-ce qui améliore ma productivité de travail? Ce sont mes collègues. C'est-à-dire, c'est l'émulation, c'est l'entraide, c'est les conversations, c'est tout ce qui fait qu'on se sent bien au travail. Et moi, j'aimerais bien qu'ils soient vivants. Un espace vert, fun, atypique. C'est un bureau lumineux. C'est un bureau où il y a de la place, où il y a de l'air, où il y a de la musique, et où les gens sont sympas, et où le matos est performant. En fait, je suis en train de décrire le bureau dans lequel je suis, je crois. Voilà. Donc, nos salariés, est-ce qu'ils ont raison sur les ingrédients qu'ils donnent? Je rappelle, lumière, frigo. Bon, d'accord, il est codeur, effectivement. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit encore? Les espaces, de la lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, personnellement, l'aspect relationnel a attiré mon attention. Je pense que la qualité de vie au travail passe d'abord et avant tout par des relations de travail agréables. Avec ses collègues, voilà, ça a été beaucoup cité, c'est vrai. Ouais. Exactement. Ouais, dans la qualité de vie au travail, on retrouve trois éléments. On retrouve le rôle, le sens que l'on a dans son travail. Si ce qu'on fait contribue à accomplir quelque chose, le rôle social que l'on a dans son travail, c'est le deuxième élément. Et le premier élément, c'est les conditions matérielles de travail. On l'a vu aussi beaucoup, le frigo, mais on a vu aussi du matériel de qualité et un environnement de qualité. Et je pense que les bureaux correspondent bien aux deux aspects, à la fois
la place relationnelle, parce qu'il y a des bureaux qui favorisent l'échange et puis il y a des bureaux qui ne le favorisent pas. Donc évidemment que si on peut, par les bureaux, contribuer à la création d'une communauté de collaborateurs qui travaillent bien ensemble, c'est super important. Et puis l'aspect très pratique qu'on a vu, je veux avoir de la place pour mes pieds, c'est ce que disait le jeune homme tout à l'heure. Et puis aussi des chaises de bureau confortables, tout bêtement. Parfois, les entreprises mettent des baby-foot, mais oublient qu'il ferait mieux d'investir dans des chaises de bureau confortables, parce qu'on y est quand même, en tous les cas, des open space souvent, Ce qui interpelle, c'est qu'en fait, on vise en quelque sorte l'ergonomie de l'école des relations humaines dans le domaine de la gestion. Là. Et là, on est peut-être à l'époque, avec le 21e siècle, de la recherche de l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles psychiques. Ah oui. Donc, le fait de ne pas être submergé par les emails, la technologie qui peut être complexe à s'approprier quelquefois. Donc, cette réalité-là managériale amène d'autres défis au-delà de l'environnement physique. Mais le frigo m'interpelle puisqu'il est tout à fait représentatif d'une réalité dans la gestion des immeubles. On a, depuis la conjoncture sur le développement durable et le désir de maîtriser l'énergie, on a cherché des moyens d'économiser l'énergie. Et on retrouve souvent des environnements de travail où les températures ambiantes sont très basses, c'est-à-dire 19 degrés malgré tout. Ah ouais. Pour des gens assis sur une chaise, parfois c'est un peu bas. C'est pas génial, oui, et on voilà, s'enrhume. Et voilà, et donc les gens ont des stratégies de contournement. Ils vont avoir une petite chaufferette à leurs pieds. Et l'idée du frigo, c'est ça, c'est une stratégie de contournement pour quelque chose qui manque dans l'environnement, en fait. Ouais. Et plutôt que de se déplacer, d'aller dans les cafettes, il voudrait tout avoir à sa place. Peut-être n'a-t-il pas d'espace dans la cafette pour mettre son stock de bouffe impressionnant. Ou peut-être cherche-t-il à reproduire ce qu'il a à la maison, c'est-à-dire effectivement tout à portée de main, non? Peut-être. En fait, c'est d'ailleurs ce qui est relaté dans l'historique de la mise en place d'environnements de travail similaires à la maison. Oui. C'est l'effet générationnel, en fait. C'est-à-dire en fait, si on refait un petit peu l'historique, on part de quoi? C'est les générations X, c'est ça? Les générations vivantes actuellement, il y a la génération dite silencieuse, celle de mes parents en quelque sorte, qui sont nés avant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ensuite, il y a celle du baby-boom qui ont bénéficié des 30 Glorieuses, de la paix, de la croissance, de la prospérité, donc qui a été dans une logique un peu ostentatoire avec la construction de la défense, par exemple, des immeubles à bureaux magistraux pour impressionner le voisin de plus en plus, et en créant des environnements de travail relativement classique, normalisé, structuré, a suivi derrière la génération X, qui, elle, à partir des années 90, est entrée sur le marché du travail. C'est Y ou X? X d'abord, qui a suivi les baby boomers, qui est arrivé dans un moment de moins grande prospérité, en fait. Et ça a généré quoi? Des emplois dans le domaine de la banque, de l'assurance, de la virtualité, c'est-à-dire les technologies. Et ça a amené, par exemple, à Silicon Valley et à la création des startups. Donc, Jeff Bezos, par exemple, Larry Page de Google, Jeff Bezos, c'est évidemment Amazon, sont des icônes de cette époque-là, de gens qui ont parti leur entreprise avec le vieux fauteuil de la grand-mère, la table de cuisine des parents et qui se sont installés confortablement. En fait, et ils se faisaient un petit bureau dans le garage. Voilà, donc très, très sobrement. Ouais. Donc, c'est l'idée de base, en fait, des bureaux qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont plus somptueux et qui sont amenés par un changement de génération. En fait, les baby boomers partent à la retraite. Il y a un besoin de jouvence des usages dans les bâtiments tertiaires. Et ce besoin de jouvence-là est impulsé beaucoup par la volonté des générations Y et Z qui suivront derrière de pouvoir reconstituer le côté cool, les tripants des startups, en fait. C'est un peu ça l'amorce de ces bureaux-là. Ça s'est bien sûr sophistiqué depuis. Oui, voilà, parce que ce que j'allais vous dire, en fait, c'est pas si spartiate que ça. En fait, ils cherchent un petit peu de confort aussi, on l'a vu. Tout à fait. Le design est entré là-dedans. Ouais. Le côté, je dirais, récréatif à la Walt Disney est presque rentré dans certains bureaux. Donc, il y a vraiment eu un coup de plumeau en termes de façon de revisiter la start-up et son aménagement, bien sûr. Oui, c'est-à-dire, on veut bien le vintage, mais il faut que ce soit confortable quand même un peu. Voilà. Ouais. Si. Okay. Mais finalement, quels ingrédients doit avoir un bureau pour permettre à l'individu de bien travailler? Alors, j'ai repensé en regardant le reportage tout à l'heure, nous on a un outil, on a plusieurs outils dans les entreprises que l'on accompagne, des outils qui pilotent finalement l'engagement, l'humeur, l'ambiance au travail, et on a notamment un outil avec lequel on travaille, qui demande au collaborateur à la fin de la journée s'il a passé une bonne journée.
Et s'il a passé une bonne ou une mauvaise journée, on lui demande pourquoi. C'est quoi? C'est une appli? Alors, il y a différents outils qui existent sur le marché, des outils par appli, des outils par mail, des outils par buzzer physique, parce que évidemment, une des grosses complexités du travail, c'est qu'on a différentes personnes qui ont différents métiers, donc on ne communique pas de la même manière avec ces gens-là, mais peu importe, ces outils, on retrouve quand même une tendance qui est assez magique, c'est que 40% des mauvaises journées sont liées aux mauvaises conditions de travail au sens matériel. Ah ouais. Un mauvais PC, un mauvais outil, un mauvais bureau, tout ceci contribue à 40% des mauvaises journées de travail. Et ça, c'est assez colossal en fait, parce qu'on fait des économies sur l'acquisition de matériel informatique. Et au final, quand on demande aux gens qu'est-ce qui fait que vous travaillez mal, on dit j'ai du mauvais matériel informatique. Et quand on voit le coût du matériel informatique par rapport au coût du salaire, c'est pas photo. Oui, en fait, vous dites souvent aux entreprises, j'imagine, attendez, revenez au basique. Revenons au basique. Le confort au travail, c'est aussi quelque chose de super important. Revenons au basique, ouais. Et la réalité, enfin, moi j'ai une double casquette parce que mon métier, c'est de promouvoir la qualité de vie au travail, les conditions de vie au travail pour favoriser la performance. Mais je suis aussi chef d'entreprise, j'ai des collaborateurs, je leur offre des conditions de travail et donc j'y suis confronté. Et ce que j'ai fait, j'ai pas fait. Au moment où on avance aussi par rapport à ce qu'on ressent. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je me fais confiance. Et quand j'ai envie de venir travailler, je travaille mieux que quand j'ai pas envie de venir travailler. Il y a des... Et oui, non, mais c'est évident. Les salariés, c'est pareil. Oui. Mais d'ailleurs, regardez, on va passer quelques images de vos bureaux, puisqu'on parle de Cali Social. Effectivement, vous êtes assez exemplaire. Bon, pour être honnête, ce sont vos anciens locaux. Qu'on a quitté on vient de déménager la semaine dernière. Donc on voit quelques images à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? Alors, on y voit un escalier en colimaçon, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bosser, là, ils vont en réunion, c'est ça? Ils vont en salle de réunion. C'est une grande salle de réunion qu'on a tout là-haut. En fait, c'est un grand bâtiment, une charpente en bois, une grande verrière, en fait. C'est magnifique, hein, ça a l'air c'est un endroit magnifique. Alors ça, c'est beaucoup de chance quand même, parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein. Ça, c'est un ancien bâtiment qui a été réhabilité. C'est Price Minister à l'époque qui avait fait ce travail-là. Ils étaient installés là, c'est ça? Exactement, ouais. Ils sont partis lors du rachat avec Rakuten. Et anciennement, c'était quel usage? Alors, il y a une légende urbaine qui dit que c'était un atelier de Zeppelin, et donc en fait que la toiture s'ouvrait pour laisser s'envoler le les Zeppelin dirigeables. Ouais. Exactement, voilà. Alors c'est une légende urbaine, on ne sait pas trop, voilà, on cherche, mais bon. Voilà, en tous les cas, dans une fabrique comme ça, dans une ancienne usine comme ça, est-ce qu'on y travaille bien? C'est-à-dire, est-ce que on a les espaces de travail qu'il faut? Parce que, bon, c'est bien beau, il y a beaucoup de place, mais est-ce que si je veux m'isoler, je peux le faire? Est-ce que si je dois faire une réunion, je peux le faire? Est-ce que si je dois travailler en mode projet avec 4 personnes, je ne vais pas gêner mon voisin à côté? Est-ce que je peux aussi me détendre quand vraiment j'ai une réunion super intense? Est-ce que je peux faire tout ça dans ces locaux? Alors, ceci, en l'occurrence, oui, parce que effectivement, il y a l'esthétique extérieure, on arrive, on fait waouh, c'est génial, sauf que ça, ce waouh, il repart assez rapidement, parce qu'on oublie en fait l'environnement. Et si on n'a pas les conditions, l'organisation des bureaux qui est adaptée à un travail nomade, finalement, on s'y plaît pas. Et pour moi, pour mes équipes, un travail nomade, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque j'ai envie de travailler avec mes équipes, au cœur de mes équipes, j'ai l'open space. Lorsque j'ai envie de m'isoler et de travailler sur un dossier de fond, je peux me mettre un casque dans un canapé et être seul et pas être dérangé. Si je veux des salles de réunion, j'en ai, etc. Et je peux me déplacer dans mon lieu de travail. C'est ça le luxe aujourd'hui, en fait. Hein. Et est-ce que c'est pas les millennials, est-ce que c'est pas les nouvelles générations qui ont exigé ce type de mode de travail? En fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'héritage en quelque sorte du rejet de leurs enfants papy boomers aujourd'hui, leurs parents, c'est-à-dire papy boomers. Donc, ces enfants arrivent avec une certaine volonté de réinventer le monde à leur façon. Ouais. Donc, ils ont besoin d'un environnement à leur image, en quelque sorte. Parce que leurs parents, ils étaient derrière leur bureau, ils ne bougeaient pas. On avait son poste avec tout décoré avec les photos de la famille, etc. Alors que là, ils ont grandi dans une forme d'opulence du numérique, avec les objets autour d'eux. Et en fait, le lieu où ils sont, c'est le tiers-lieu, pratiquement, qui est plus fascinant. Et le tiers-lieu, c'est souvent quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un bureau. Ouais. C'est le café du coin, c'est la maison où on peut travailler aussi. C'est intéressant, mais en même temps, ce que vous disiez, Camille Puech, ils sont nomades. Ok, donc ils acceptent de changer de bureau un peu à différents moments de la journée, mais en même temps, il leur faut du confort. C'est-à-dire, quand ils ont un bureau, il faut qu'il y ait le bon matos, il faut que ce soit une chaise confortable, etc. Donc, c'est cette génération-là, finalement, qui donne
le ton des nouveaux bureaux efficaces qui rendent productifs, etc. Bah, non, vous en avez fait, pas cette impression quand on regarde un petit peu toutes les études qui sont menées sur la corrélation entre performance et bien-être, et on voit qu'il y a clairement un lien, une corrélation directe. Plus de bien-être favorise déjà les gens sont moins absents, il y a moins de turnover, il y a aussi plus de productivité, plus de créativité, plus d'engagement des collaborateurs, plus d'investissement. Donc clairement, et ça se résume à une phrase qui est: quand j'ai envie de venir travailler, je travaille mieux quand j'ai pas envie de venir travailler. Hein. C'est aussi simple que ça, et ça tout le monde est conscient. On veut tout, on veut à la fois le confort, le nomadisme, on veut pouvoir être efficace dans différents lieux. Il y a le rejet déjà effectivement du modèle où on dit on doit travailler avec des codes extrêmement, et les codes sont plus importants que le fond. La forme est plus importante que le fond, et ça, notre génération le rejette un petit peu. On nous a imposé des codes de forme, alors qu'on s'est aperçu grâce au numérique, parce que on vit quand même une révolution industrielle avec le digital. Bien sûr. Faut en être avec une conscient. Modification des métiers, des véritables transformations, mutations de la façon de travailler aussi. Ouais, et où en faisant du code, en faisant du graphisme, on arrivait à créer énormément de valeur. Et donc, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les sociétés qui font du numérique, qui sont à la pointe du digital, qui fondent leur business model sur ces sujets, sont à des niveaux d'entreprise qui n'ont jamais été atteints par le passé. Vous regardez les 5 plus grosses capitalisations boursières mondiales, on est sur Apple, on est sur Google, Amazon, qui vend que sur Internet, bref, des sociétés du numérique. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a énormément d'argent à faire sur ces métiers, et en fait, le confort qui favorise le bien-être, et le coût du confort par rapport aux bénéfices que ça peut apporter grâce à la révolution numérique est dérisoire. Donc après, le codeur qui est magique et qui sait faire des choses extraordinaires, il dit: moi je veux mettre mes pieds. Mets tes pieds, quoi. Mets-toi comme tu veux, installe-toi comme tu veux pour que tu sois le meilleur à ta fonction, quoi. En fait, ce qui est repris dans l'idée, c'est lors de la transformation d'un bâtiment comme celui qu'on a vu tout à l'heure en image, il y a des coûts importants à mettre en place, et il y a des coûts importants aussi pour adapter aux désirs, aux plaisirs de chacun. Et cette transformation-là devient pertinente d'un point de vue investissement dès lors qu'il y a des économies générées derrière. Des économies de mètres carrés, des économies donc d'énergie, des économies de toutes sortes de consommations qu'on n'a plus parce qu'on a des tiers-lieux pour compenser le déploiement de l'entreprise, en fait. Donc, c'est vraiment un point important de la capacité des entreprises à pouvoir transformer leurs bâtiments, leur immeuble dans un lieu adéquat pour les nouveaux enjeux, les nouveaux défis. C'est la capacité à payer liée à cette diminution des coûts par la diminution des espaces notamment. D'où le développement du flex office, qui est aussi donc une forme où on arrive le matin, on n'a pas de bureau attitré, on prend les bureaux qui sont à dispo. Je vous vois faire comme ça, dodeliner un peu de la tête, Camille Puech. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du flex office? Alors, vous l'avez fait chez vous? Alors nous, on n'est pas en flex office, on est fixe plus nomade, parce que chez nous, c'est perso et c'est partagé par mes collaborateurs, chacun a envie d'avoir son poste de travail. Le flex office, clairement, il y a un enjeu d'économie. On a beaucoup d'industries qui peuvent permettre le flex office. Maintenant, le collaborateur, c'est ma perception, le collaborateur a besoin de se rattacher à quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on est en train de se détacher du rattachement géographique ou physique à un bureau, qui était le cas avant. C'est un peu dur, hein. On rencontre beaucoup de sociétés qui passent en flex office et des collaborateurs qui sont un peu perdus parce qu'ils n'ont plus d'endroit à eux. Et mine de rien, ils apprécient d'avoir leur endroit. Donc, il y a encore une modification, ça bouge, on n'a pas encore trouvé la solution. Dans les dernières enquêtes, le flex office plonge un peu. Ouais. Alors, à propos de bureau de rêve, on va vous donner encore un exemple et ce serait très intéressant d'avoir vos commentaires. On est parti filmer les nouveaux locaux de Davidson Consulting. Davidson Consulting, c'est une boîte, société de conseil en ingénierie qui a été au palmarès du Great Place to Work. Vous savez, ce palmarès des entreprises où il fait bon travailler pendant 4 années de suite. Ils y sont toujours. C'est le PDG qui nous fait la visite guidée et vous allez voir. Un décor de rêve pour travailler, c'est sympa. Mais des bureaux qui tiennent vraiment compte des besoins des salariés, c'est encore mieux. Chez Davidson Consulting, les salariés ont été sondés avant de lancer les travaux. On vous emmène visiter le résultat dans leur tout nouveau siège à Boulogne.
On a décidé de lancer le projet il y a un peu plus d'1 an et demi. On a voulu faire ce projet conformément au code de la boîte, de manière communautaire et participative. On a fonctionné uniquement à partir de sondages, c'est-à-dire qu'on a transmis des questionnaires à l'ensemble des collaborateurs sur leurs envies. On commence évidemment la visite dans le hall d'accueil. On a justement cassé les codes du hall d'accueil de bureaux traditionnels. L'idée c'était de faire un accueil vraiment accueillant, donc d'en faire un bar, un endroit où les gens peuvent se retrouver. Le café est meilleur au bar qu'à la machine à café automatique. C'est un canoë, c'est un vrai canoë canadien qu'on a chiné. Donc on a en tout 900 mètres carrés de terrasse sur l'ensemble du bâtiment qui fait 4000 mètres carrés. Donc ça fait quand même une grosse proportion, quasiment un quart des espaces qui sont les terrasses. Et Davidson a choisi ce bâtiment aussi pour ses espaces extérieurs qui devaient vraiment faire partie du projet. On a la petite vue sur la tour Eiffel qui était importante à retrouver pour les collaborateurs de Davidson, ils y tenaient beaucoup. Il y a une grande part à la concentration et au travail individuel qui a été donné. Donc on n'est pas du tout sur des grands plateaux d'open space, on n'a pas du tout ça ici. Donc l'espace billard, bibliothèque, où les gens au fur et à mesure viennent apporter des livres qu'ils déposent et puis que les autres peuvent emprunter. Donc c'est quelque chose de très collaboratif. Et puis donc on a 2 espaces de réunion qui sont très différents. On a ce qui s'appelle la salle Darwin, qui est un espace brainstorming, collaboratif, créativité, totalement modulable, totalement connecté. Et puis on a cette fameuse salle vice versa, qui est la seule salle de réunion traditionnelle, institutionnelle. Alors moi c'était ma grande inquiétude, c'était qu'effectivement ça ne devienne pas un lieu considéré par les gens comme un lieu où on vient glander, pour appeler un chat un chat. Ce qu'on constate c'est l'effet absolument contraire. Et puis ça a déjà un petit peu changé l'ambiance, c'est-à-dire que, je ne sais pas si la formulation est très bonne, mais c'est dur de s'engueuler dans un endroit comme ça. Voilà, donc on a montré ce film à nos collègues, évidemment tout le monde a dit waouh, j'aimerais bien postuler. Donc effectivement le premier réflexe c'est ça, ça a l'air vachement sympa. Jean-Pascal Foucault, si vous décryptez ces images, maintenant je parle au chercheur, à l'historien, qu'est-ce que vous voyez ? En fait, c'est tout à fait d'actualité par rapport à l'envie des générations Y et voire Z. Mais avec les Z, il faudra peut-être se poser des questions, c'est-à-dire ce sont les jeunes qui ont 20 ans à peu près aujourd'hui et qui sont dans une logique de frugalité encore plus que les Y. Ils ont tous les âges chez Davidson. Bien sûr, je ne prends pas leur défense, mais juste pour être objective. Et donc, en fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui arrivera lorsque les vrais YOLO, You Only Live Once, arriveront sur le marché du travail? Est-ce que les lieux qui sont là seront encore adaptés? Oui. Est-ce qu'on aura besoin d'une mouvance continuelle des lieux? Pourquoi ça, c'est une vraie interrogation. Pourquoi est-ce que ça changerait avec les YOLO? Parce qu'ils ont un rapport au matériel qui ressemble à celle de la génération silencieuse, celle de leur... en fait, grands-parents, tout simplement parce qu'ils ont appris à vivre avec des moyens financiers peut-être moindres, la génération Y plus chichement, et donc ils ont peut-être plus besoin de 3 mois par année à l'extérieur du travail en train de faire le tour de la planète que d'être dans des lieux merveilleux. Donc c'est vraiment un questionnement, c'est une hypothèse qui mérite d'être validée, mais c'est comment vont évoluer ces locaux-là, en fait, la vraie question. Ok, donc vous voyez ça. Et vous, Camille Puech, est-ce que vous pensez que c'est qu'un décor ou est-ce que c'est au contraire un lieu propice pour le travail, la créativité, etc. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, effectivement, ce sont des locaux qui sont magnifiques et je pense qu'il y a plein de super choses à faire là-bas. Moi, je vois des risques. Nous, on a pour changer, quand on a déménagé, on vient de déménager, on a évidemment interrogé tout le monde. Et puis, la décision s'est prise collectivement de choisir des locaux. Nous, on est dans des espaces partagés, ce qui nous permet de bénéficier d'énormément d'infrastructures avec moins d'investissements initiaux. Le risque, moi, que je vois dans des locaux comme celui-ci, c'est que, et notamment pour les dernières générations, on reçoit des personnes, on leur apprend à travailler. Et on a vu ce problème apparaître où quand on met plein d'objets qui sont liés au plaisir, eh bien le collaborateur se dit super,
je vais commencer, avant mon bureau, il y a un baby-foot, je vais commencer par passer par là. Et là, il y a un travers qui est important parce qu'on a des personnes qui n'arrivent plus à bien choisir entre travail, plaisir. Et quand on parlait, le titre de l'émission, c'était bien-être. Illusion ou réalité. Illusion et réalité. Voilà, il ne faut pas confondre bien-être et plaisir parce que le bien-être, il y a plusieurs définitions du bien-être, mais moi, celle que je retiens, c'est pouvoir exercer efficacement et avec sérénité son activité. Le plaisir, c'est pas ça, c'est plus ponctuel, on fait quelque chose à l'instant T qui va procurer un sentiment, qui va procurer un mouvement émotionnel, qui n'est pas forcément dans l'intérêt du long terme. Et des bureaux comme ceux-ci, et comme d'autres, parce que c'est pas le problème de Davidson, c'est le problème de beaucoup de sociétés actuellement, c'est que finalement on a l'impression que le plaisir fait partie du travail, que le plaisir c'est le travail et qu'on est payé à jouer au baby-foot et c'est faux et c'est une erreur, c'est évidemment une erreur et évidemment ça retombe sur le dos des générations qui ne comprennent pas pourquoi elles évoluent pas, pourquoi elles perdent leur poste, etc. Et en fait, oui, il y a un danger donc. Il y a un équilibre à trouver et voilà. Miracle de la technique, je crois qu'il y a quelqu'un qui est complètement d'accord avec vous. On l'avait interviewée il n'y a pas très longtemps, elle s'appelle Julia De Funès, ça doit vous rappeler quelque chose. Elle est philosophe et elle s'exprime justement sur les dérives du bien-être vs plaisir ou désir. On vous parle de baby-foot, de console de jeu, de salle de sieste, de canapé aussi, de toutes les couleurs. Vous envoyez dans les entreprises quand vous J'en vois tout le temps. J'en vois tout le temps. Ça fait partie, c'est ce que je vous disais un peu avant, ça fait partie des mythologies de l'entreprise. Maintenant, une entreprise qui n'a plus un baby-foot, c'est une entreprise ringarde parce que ça vient des startups et qu'il faut avoir l'esprit cool, l'esprit fun. Il y a une sorte de coolitude, de funitude absolue. Et pourquoi ça vous agace ? C'est pas que ça m'agace, je trouve ça super d'avoir un cadre de travail sympa. Mais je veux pas que ce côté sympa gadget serve à justifier le bien-être des salariés. Le bien-être des salariés dépendra pas d'un baby-foot. Mais il y a une sorte d'alibi derrière ces objets-là. En fait, on introduit la notion de loisir dans l'entreprise. Exactement. Et ça vous dites attention, il peut y avoir un effet pervers, c'est ça ? S'il y a une dérive, c'est-à-dire que quand même, si on revient un peu à la base, au bon sens, le lieu de l'entreprise, c'est le lieu du travail. Et le travail, c'est de l'effort, c'est pas non plus de l'amusement, du gadget et du game et du jeu à tout va. Mais on peut bosser en s'amusant, non ? Alors on peut bosser, moi je trouve pas, j'assume, c'est-à-dire qu'on peut prendre du plaisir en travaillant, mais on ne peut pas s'amuser en travaillant. Je trouve qu'à un moment, il y a une incompatibilité. Quand on travaille vraiment, c'est pas marrant, mais on peut retrouver une forme de plaisir. Moi, j'adore bosser et mon Dieu que c'est dur de travailler des textes de philo, etc. Mais ce côté loisir, mais c'est pas seulement en entreprise, c'est dans la société en général. Tout devient loisir. Jean-Pascal Puech, on peut prendre du plaisir en travaillant, mais on ne peut pas s'amuser en travaillant, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une forme de dissociation des deux à faire. C'est compliqué. C'est super compliqué, surtout quand les entreprises nous envoient des messages un peu brouillés où on peut faire la sieste en plein après-midi parce qu'il y a des poufs. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est justement vous qui conseillez les entreprises aussi. Oui, c'est très complexe. Nous, par moment, dans l'équipe, il nous arrive de nous amuser et je favorise le fait qu'on puisse s'amuser par moment entre équipes parce que ça favorise les liens. Et par contre, c'est ce que je demande à chacun de mes collaborateurs, c'est aussi d'être responsable d'eux-mêmes. Je leur donne des outils, des locaux font partie des outils qui sont mis à leur disposition, une ambiance de travail, une vision, un objectif, ce pourquoi on travaille. Mais à un moment, je ne peux pas travailler à leur place, je ne peux pas prendre les décisions qui vont faire que je vais générer la valeur ajoutée ou pas en générer. Mais ça vous arrive de rectifier le tir justement, de devoir… Typiquement, quand j'ai fait le sondage, j'ai eu les résultats et je n'étais pas d'accord avec les résultats et je leur ai expliqué qu'on n'allait pas faire ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient, pour certains d'entre eux, mis le plaisir avant le travail et avant le bien-être. Et donc, on a rectifié, mais c'est parce qu'il y a un rôle aussi éducatif, malgré tout, dans l'entreprise, quand on a des jeunes générations qui arrivent, qu'on le veuille ou non, eh bien, on contribue à leur évolution et à un moment, il faut savoir aussi mettre le cadre, mettre les règles. Et ça, c'est facile. Nous, on est une société à taille humaine. J'ai 10 collaborateurs directs, donc on arrive à le faire. Mais à l'échelle d'une société de 2000, 4000 collaborateurs, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe de réussir à séparer, à expliquer, à éduquer, à expliquer comment on sépare le plaisir du travail et de la valeur ajoutée, quoi.
Jean-Pascal, finalement. Je rejoins tout à fait la distinction entre le plaisir et le bien-être. C'est-à-dire, ça n'empêche pas d'avoir du plaisir, hein, d'être dans le milieu du travail. Ça n'empêche pas d'avoir des activités de team building ou même des jeux amusants. On a dans notre entreprise, l'entreprise TB Maestro que j'ai créée, par exemple, une table de billard au bureau de Montréal. Et ça crée un lieu de rassemblement. Mais, effectivement, il faut se poser la question de la confusion entre bien-être et plaisir. Ouais. Et la table de billard, vous en servez quand? Dans la journée? Ça peut arriver? Elle sert essentiellement en fin de journée pour se détendre, parfois sur l'heure du midi. Donc, c'est à utiliser, je dirais, avec beaucoup d'intelligence. Mais c'est une entreprise à taille humaine, comme c'est évoqué. Je pense que dans une très grande entreprise, on perd le repère avec je dirais, les difficultés de l'entreprise qui font qu'à un moment donné, il faut bosser, il faut travailler. Et s'investir mérite une compréhension de l'entreprise. Voilà, donc le mot de la fin, hein, finalement, bureau de rêve, est-ce que ça peut être une réalité? Vous dites oui, Camille Puech, mais à quelles conditions? De faire attention. Il faut faire attention. Et vous? Oui, tout à fait. Il s'agit juste, effectivement, d'abord et avant tout, de créer un environnement où les gens sont dans le bien-être. Et ça, c'est pas nécessairement une transformation architecturale qui dépasse l'entendement. Camille Puech et Jean-Pascal Faucon, merci infiniment. Merci à vous. Pour vos éclairages très riches, voilà, ça va nous faire cogiter un peu. Vous pouvez bien sûr suivre nos enquêtes, nos reportages, nos actualités, nos conseils sur le site de Cadre Emploi, hein, dans les rubriques actualités et conseils. N'hésitez pas à venir nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux et à commenter cette émission. Faites de beaux rêves de bureau.